Nous sommes dans la cité côtière des Mwanda. Mesdames, Messieurs, très heureux de vous savoir très nombreux pour suivre votre émission 35 minutes avec le RPF. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de recevoir quelqu'un, fils du 5e gouverneur de la province du Congo central, mais également héritier spirituel de Né Mwanda Nsemi, aussi analyste politique. Avant de vous dévoiler son nom, mesdames, messieurs, de quoi nous allons parler ce jour? Le discours du chef de l'État en Belgique, dans le concert des nations, sujet à polémique, dans les salons politiques, dans toutes les plateformes de la RDC et d'ailleurs, l'élection du bureau définitif de l'Assemblée provinciale du Congo central, sujet à beaucoup de débats. Nous avons le réel plaisir de recevoir Monsieur Goyo Kaniki Fabrice, qui sera notre invité de ce jour. Je ne suis pas seul, comme vous l'avez entendu, Patrick Boindobe, Fabrice Manzambi, Rolia Vidioke vont tenir cette émission pour votre plaisir. Mesdames, Messieurs, le moment tant attendu avec Monsieur Goyo Fabrice Kaniki. Permettez-moi si j'ai abusé de votre nom. Ça dépend si l'ordre est inversé. Goyo Sengo Sengo Kaniki Fabrice. Goyo Sengo Sengo. Est-ce que Monsieur Goyo va bien? Ça va. En ce jour. Quelle est la particularité de ce jour, Monsieur Goyo? C'est un jour sacré. Nous sommes le 12 octobre. Nous commémorons le décès ou le départ pour l'au-delà du prophète Kimbangu, que nous appelons Fumu Kimbangu, Mbuta Kimbangu. Et donc, pour moi, c'est un jour de méditation. Un jour de méditation. C'est qui me pousse à chercher à savoir qui êtes-vous réellement, au-delà de la présentation que nous avons faite. Bon, je suis un citoyen congolais. Je suis un patriote. Je suis attaché aux valeurs traditionnelles et spirituelles africaines, pour ne pas dire Congo. Si vous voulez que je vous parle de mon parcours assez rapidement, j'ai fait des études en management. Et vous allez vous souvenir que de la dame, l'unique femme candidate de la République, dont je fus l'assistant personnel. Et pour terminer, je suis Bondoudia Congo, comme on dit en Kikongo, Kumbwame Bondoudia Congo. Comment vous quittez de management à fils spirituel de Nkakane Mwanda Nsemi? Bon, nous sommes dans un monde qui est sous une influence de la compétition. Il était important pour moi, lorsque j'étais à l'étranger, de m'intéresser au management pour connaître les réalités internationales, puisque c'était dans un pays anglophone. Ça, c'est en dehors même de mes ambitions spirituelles ou toute autre chose. Ça ne concerne que le cursus académique et la formation. Parce que la formation, vous pouvez en avoir autant que vous voulez. Très bien. Le chef de l'État a parlé, le chef de l'État a dit son discours, mais c'est une question que j'enverrai ou je demanderai à mon collègue Fabrice Manzambi de prendre le relais et c'est lui qui sera notre premier intervenant. Voilà, merci beaucoup. C'est Fabrice Manzambi, journaliste politologue. Nous avons suivi les discours du chef de l'État adressé à son homologue Paul Kagame, que les Congolais interprètent mal. Vous étant analyste politique, comment on peut comprendre ces discours et quel est le reproche que vous êtes en train de faire à l'endroit de la jeunesse congolaise? Bon, je dirais que c'est un coup de maître. C'est une communication qui relève de la noblesse politique. Beaucoup ont qualifié cette communication d'aveu de faiblesse. Je ne suis pas d'avis, parce que le chef de l'État était clair.
Nous sommes dans un sommet économique où les intérêts de l'Union européenne priment. Parce que l'Union européenne, dans cette connectivité mondiale, veut se lier d'affinité avec le continent africain. C'est une stratégie que l'Union européenne a mise en place. Je ne vais pas aller dans les détails, mais vous pouvez comprendre que le chef de l'État a vanté les mérites de la République, de l'Afrique centrale, pour ne pas dire de l'Afrique. D'une part, pour les investisseurs ou les investissements dans la région, l'une des conditions, parmi tant d'autres, c'est la sécurité. C'est vrai qu'il y a aussi le respect du droit de l'homme, des droits de l'homme. Il y a le respect de l'environnement. Il y a beaucoup de principes, mais la sécurité prime avant tout. C'était l'occasion pour le président de la République d'être franc envers le monde et de jouer cette diplomatie à la hauteur, où il tend la main à son homologue Paul Kagame, non pas par faiblesse, mais c'est une manière de l'interpeller en prenant à témoin tous les présidents qui ont fourni des efforts pour emmener la paix à l'est de la RDC, entre le Congo et le Rwanda, d'interpeller toute la classe politique et tous les entrepreneurs, les investisseurs désireux d'investir au Congo. Il a pris à témoin toutes ces personnes en appelant le président Kagame à beaucoup plus de maturité et de responsabilité. Il ne s'est pas limité qu'aux accusations, mais je pense que c'est un coup de maître. Pour tout celui qui peut faire une bonne lecture, c'est de la haute diplomatie et c'est de la noblesse dans le langage. Nous allons nous rappeler lors de son passage sur les antennes de Top Congo, je me rappelle encore, et je vais interpréter de la même manière que le président de la République a dit, soki na yoki kaka lisasi moko pade ebomi congolais moko na engagé guerre na batouana. Vous ne voyez pas, vous étant analyste politique, tant de promesses na engagé guerre na batouana. Il est allé aux États-Unis d'Amérique, il a parlé de ça. Aujourd'hui, le discours change. Il nous dit, si Kagame ordonne que l'M23 libère la zone Est, il est prêt de lui tendre la main. Ne croyez-vous pas que ça sera encore une autre promesse à l'endroit des Congolais? C'est parce que ces gens qui sont en train de mourir là-bas sont aussi nos frères. Vous savez, ce n'est pas une promesse, cette fois-ci. Je n'aime pas trop être dans le sensationnel. La guerre de l'Est a duré plus de 2 décennies. Je me souviendrai que l'ancien conseiller en matière de sécurité du président Mobutu, à l'époque, je cite Honoré Ngbanda Nzambo Kwatumba, concernant la guerre à l'Est, Honoré Ngbanda Nzambo nous a dit que seul avec les armes, nous n'allons pas terminer cette guerre. Cela demande beaucoup plus de diplomatie, parce que les cartes sont plus fortes que ce que nous croyons. Et donc, ce que le chef de l'État vient de faire, je répète encore, ce n'est pas une promesse, mais c'est un jeu diplomatique. C'est la cour des grands, tout simplement. Ce n'est pas donné à tout le monde. Nous pouvons nous réjouir d'avoir un chef de l'État qui a passé une bonne partie de sa vie à faire de la diplomatie et à prendre la diplomatie avant de devenir président de la République. Il l'a peut-être dit pendant la campagne, mais les réalités de terrain évoluent et nous devons nous adapter en politique. On s'adapte par rapport aux réalités que l'on a en face et aux contraintes surtout. Et en vous suivant au début, vous avez dit que vous étiez
parmi les gens qui ont travaillé dans le cabinet de l'unique femme qui était candidate à la tête de la République. Est-ce qu'on peut le confirmer aujourd'hui si la guerre de l'Est ne termine pas, c'est aussi dit aux engins politiques ou bien au système politique de la RDC? Je vois venir votre question. Je ne parlerai pas en tant que porte-parole de Marie-Josée Foucault, mais elle n'a pas tort lorsqu'elle dit que nous devons revoir la structure de l'État. Nous devons refaire l'État, elle n'a pas tort. Nous devons revoir ce que nos pères nous ont légué, voir ce qui ne va pas, refaire l'État pour envisager un meilleur avenir pour la République. C'est quoi la faiblesse de Félix Tshisekedi en tant que président avant qu'il soit président et c'est qu'il est aujourd'hui? Est-ce que son langage facile à dire certaines choses le rattraperait aujourd'hui? L'une des questions. L'autre, c'est en rapport avec la réponse du ministre aux Affaires étrangères rwandais qui devrait qualifier le chef de l'État congolais de discoureur politique ou de comédien politique par les propos qu'il aurait tenus. Quelle est votre approche là-dessus? Bon, vous parlez de faiblesse du président de la République avant le pouvoir, pendant le pouvoir. Vous savez, quand on n'est pas au pouvoir, quand on ne dirige pas un pays aussi grand que la RDC, on ne sait pas ce qui se passe dans le pouvoir. C'est parfois bien de juger de l'extérieur, parfois bien de se comporter en donneur de leçons. Il faut tenir compte du fait que vous ne pouvez pas juger sur ce que vous ne maîtrisez pas. Aujourd'hui, il a beaucoup plus de responsabilités. Je peux dire qu'à l'époque, je ne parlerai pas de faiblesse, je peux dire qu'à l'époque, c'était un politicien engagé, mais qui ne maîtrisait pas encore le pouvoir parce qu'il n'avait pas encore été au pouvoir, tout simplement. Maintenant, il est chef de l'État. C'est tout à fait normal qu'il y ait une différence. Le président Mobutu, avant de devenir chef de l'État, il était journaliste, comme vous. Un journaliste élégant, éloquent. Une fois au pouvoir, il découvre le pouvoir et il devient homme d'État. Et c'est le cas pour tout le monde. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, il mûrit. Il mûrit en tant que chef de l'État, non pas en tant qu'homme politique. C'est quoi l'élément de différence? Il a commencé la politique il y a bien longtemps. Et mais, vous savez, c'est là tout le problème. Dites-le nous. Faire de la politique au Congo s'associe plus à la fonction. Aujourd'hui, on vous dira que X est politicien tout simplement parce qu'il est ministre. Occuper une fonction, c'est être fonctionnaire de l'État. Il y a plusieurs manières de faire la politique. Donc, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a commencé la politique avant du vivant même de son père, feu Étienne Tshisekedi. Et étant chef de l'État, il y a de ces réalités que l'on découvre que lorsqu'on est au pouvoir. Écoutez, je dirais que ça fait partie des secrets des dieux que vous et moi, nous ne connaissons pas. Ce n'est pas pour rien qu'il y a des secrets classés défense. Ce n'est pas pour rien qu'il y a des secrets que l'on ne divulgue jamais. Avant de clore ce chapitre, une question avec Rolievi Dioké. Merci beaucoup. Je suis Rolievi Dioké, journaliste, rédactrice. Ma question est celle de savoir, vous êtes analyste politique depuis vraiment, et sur quoi alors? Par rapport au discours du président de la République, est-ce qu'on peut espérer à une solution palliative en tant qu'analyste politique? Oui, nous pouvons et nous devons
espérer une solution. Vous savez, il y a 10 ans, ou 15 ans même, nous avons toujours déploré le fait que notre pays ne figurait pas ou ne figurait plus dans les concerts des nations. Aujourd'hui, c'est le cas. Le pays a repris du souffle. Nous devons avoir confiance en la diplomatie du chef de l'État. Il sait ce qu'il fait. Il le maîtrise mieux que nous, que vous et moi en tout cas. Et en observant, en lisant à travers les lignes ou en écoutant l'esprit de sa pensée, moi je suis confiant, mais je sais que il y a de l'avenir. Est-ce que le président de la République ne serait-il pas en train de s'y plier son homologue pour manifester sa faiblesse? Non, je ne pense pas. C'est trop dire. Vous savez, c'est pour ça que les Sud-Africains, dans leur parlement et dans leur constitution, approuvent toutes les langues traditionnelles. Le français n'est pas notre langue. Kakane Mwandanse l'a toujours dit. C'est vrai, nous héritons du français, nous sommes francophones, mais nous devons tenir compte du fait que ce n'est pas notre langue. Nous devons poser la question à ceux qui maîtrisent le français pour qu'ils nous enseignent et nous disent qu'est-ce que le chef de l'État a dit exactement. Selon ma toute petite intelligence et ma toute petite compréhension du français, je l'ai dit et je le redis, le chef de l'État a interpellé intelligemment, avec beaucoup de hauteur diplomatique. Il a incarné la noblesse au pouvoir en interpellant le président Paul Kagame, qui était d'ailleurs en face de lui, en prenant à témoin tous les grands du monde. Une manière de lui dire, mon cher frère, si ce pourquoi nous sommes tous réunis ici, puisque tu as toujours évité de me rencontrer, afin que nous puissions trouver la solution au problème de l'Est, si ce pourquoi nous sommes réunis ici n'arrive pas à prendre effet au Congo et en Afrique centrale, c'est en partie pour toi. Parce que le monde sait que ça fait plus de 2 décennies que tu es la cause, ton pays est la cause, tu es la cause de l'instabilité dans la région. Voilà. Une question transitoire avant de passer à l'élection du bureau définitif de l'Assemblée provinciale du Congo central. Monsieur Fabrice Kanik, vous avez été proche des politiques. Vous venez si bien de le dire, Madame Marie-Josée Ifoku, qui d'ailleurs nous saluons le courage parce que seule femme a bradé ce poste-là. C'est quand même à féliciter. Mais depuis, on vous entend plus dans ce sphère-là. C'est parce que vous avez été déçu, vous avez eu peur des politiques, raison pour laquelle vous vous dites, bon, je me réfugie en analyste. Pourquoi ces récoquillements? Vous savez, ce n'est pas la peur, loin de là. Stratégie? Sinon je ne serais pas aussi proche de vous, je ne serais pas en face de vous. Ça n'a rien à voir avec la peur, ça n'a rien à voir avec la stratégie. Ou déception peut-être? Ça n'a rien à voir avec la déception, mais plutôt le temps. Ah, le temps, lorsque vous étiez entré, il y a vous le n'avez facteur temps. Il faut parfois laisser le temps au temps. Okay. Mon feu père m'a toujours dit, le temps passe vite, il faut le saisir, mais ne jamais oublier la culture de la patience. Il ne faut jamais pousser le bouton lorsque vous voyez que ça résiste un peu. Donc il faut laisser aller les choses de soi. Très bien. Il faut laisser aller les choses de soi, raison pour laquelle nous allons également laisser les choses aller comme telles. Nous allons passer du chef de l'État à l'Assemblée provinciale. Nous avons tous vu, lors de la rentrée parlementaire,
les députés ont initié une pétition déjà qui a suscité beaucoup de remous. Toutes les provinces ont parlé de la province du Congo central, Kinshasa, le VPM qui les a appelés et tous qui sont des suivis, cette altercation entre eux, chose que la plupart sont en train de déplorer. On va parler de l'Assemblée provinciale du Congo central. On recommence encore avec Fabrice Manzambi. Voilà, merci beaucoup. Je reviens avec les sujets de l'Assemblée provinciale du Congo central. Le 30 septembre devrait sanctionner la rentrée parlementaire dont il y a un dépôt d'une série de pétitions, s'il faudrait le dire comme ça. Après un temps, nous avons vu l'honorable ancien président de l'Assemblée provinciale, Papi Mantezolo, saisir la Cour constitutionnelle et puis interpelle les initiateurs, les pétitionnaires, s'il faudrait le dire comme ça. Alors, par rapport à tout ce qui s'est passé, nous avons compris et on a dit dans le règlement intérieur, les pétitions devraient être analysées 72 heures après. On a déposé les pétitions les 30, on analyse les pétitions les 6. Vous étant analyste politique, homme spirituel, est-ce qu'on peut dire c'est un acharnement à l'endroit de Mbuta Mantezolo ou bien c'est une manière de lui chasser à la tête de cette institution provinciale comme l'IDPS veut s'accaparer de tout ou qu'est-ce qu'on peut comprendre par rapport à ce qui s'est passé? C'est parce que selon les normes, c'est déjà, ça sort du règlement intérieur. On devrait analyser 72 heures. Après 72 heures, ça prend plus de temps. J'ai suivi l'honorable Mantezolo sur les antennes de Top Congo qui disait l'intérêt général prime sur l'intérêt personnel. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre là-dessus? L'UDPS veut gérer toute la République ou bien c'est une manière d'éjecter l'honorable Papi Mantezolo, ancien président de l'Assemblée provinciale, ou bien c'est un moyen de les dissocier avec le gouverneur de province et on ne sait pas quelle est la carte qui est jouée là-bas par l'IDPS. Bon, moi je n'indexerai pas tellement l'UDPS, non. Lorsqu'une majorité ne marche plus avec vous, lorsqu'une majorité vous retire la confiance, je pense qu'il est loyal de se retirer. Et c'est ce qu'a fait l'honorable Mantezolo. Il s'est retiré. C'est vrai, à un moment donné, il y a eu une épreuve de force, il y a eu un bras de fer, nous sommes humains. Il a tenté de résister, mais il a préféré préserver les acquis, la paix dans la province. Le dissocier de l'exécutif provincial, je ne pense pas. Pourquoi? Puisque l'Assemblée nationale est indépendante. C'est l'Assemblée nationale l'Assemblée provinciale est indépendante et c'est l'Assemblée qui contrôle l'exécutif. Et l'exécutif dirige la province. Le dissocier, que serait l'impact? Mais pas si longtemps, la population et d'autres acteurs politiques le soulignaient tout haut. C'est un mariage Mantezolo-Bilolo. Là où se trouve l'exécutif, à quelques mètres, vous verrez, législatif est là. Apparemment, il cachait des intérêts qu'on ne peut pas dévoiler ici, c'est parce qu'on n'a pas de preuves. Mais est-ce que ce n'était pas un moyen? C'est parce que si vous suivez même les militants de l'IDPS, les disaient même, après avoir récupéré la première institution, nous allons viser le ministère et les régies financières et puis on va voir le gouvernement. Et comment on peut comprendre ça? Bon, vous savez, moi je ne vais pas m'accrocher sur les propos des militants. Je ne le ferai jamais. Concernant le mariage dont vous parlez entre l'honorable Mantezolo et ainsi que le gouverneur de la province, vous savez, lorsque vous rencontrez deux adultes, un homme et une femme, que vous croyez être mariés, vous posez la question à ce couple, êtes-vous mariés
ils vous répondent non. Je m'en tiens à cela. L'honorable Mantezolo nous a toujours parlé de l'indépendance de l'Assemblée face à l'exécutif. Mais si à l'interne, il y a des députés qui estiment que cela ne reflétait pas la réalité, c'est de leur droit, c'est de bonne guerre en politique, et c'est aussi de leur droit de retirer la confiance à l'honorable Mantezolo. Donc je pense que de ce côté-là, les faits sont clairs. Très belle reproche. Et j'ai suivi après les élections qui s'est passé hier ici. En sortant de la salle, le nouveau président qui a emporté les élections avec 35 voix disait au cours d'une interview, nous nous sommes rebellés, c'est parce que de l'autre camp, il y avait plus de biceps, nous sommes des scientifiques. Ça, c'est une parole, ce sont des propos et d'une personne ancrée de l'UDPS. Et quittant cet angle, nous avons aussi vu les députés en train de casser le bien de l'Assemblée provinciale. L'UDPS est réputé comme un parti de brigands. Et on ne peut pas revenir là-dessus. Mais étant analyste, comment est-ce qu'on peut comprendre ces propos? Nous avons quitté ces camps parce que là-bas, c'est un problème de biceps. Et on s'est rejoint dans le camp des scientifiques. On jugeait les camps de Mantezolo des dictateurs, ou bien comment on peut comprendre ça? Ou bien c'est la vision de l'UDPS qui veut conquérir toute la République. Bon, ces propos n'engagent que lui-même. Ce qu'il dit ne fait pas forcément référence à ce que nous pouvons penser là-dessus. Mais ce qui est à retenir, c'est que c'est déplorable. C'est déplorable qu'une assemblée, que des députés, des honorables. Vous savez, lorsque vous êtes honorable, on vous appelle honorable, excellence, je dirais même aussi vénérable. Ça va avec toute une attitude, un comportement, une discipline et le respect des valeurs ainsi que des principes. Au Congo central, le Congo central du moins que moi je connaissais dans mon enfance, c'était la terre du Luzitu, où à l'âge de 10 ans, je pouvais voir une dame de 30 ans me saluer avec Luzitu tout simplement parce que je suis un homme et que je suis donc Ngwakazi. Donc nous sommes quand même réputés pour le Luzitu. Ce qui s'est passé dans l'Assemblée, les casses, ça ne reflète pas nos principes. C'est à déplorer. Vous cassez ce qui ne vous appartient pas, ce qui nous appartient à nous tous. Kiame Ivoire, qui est au Kiavoako. La gestion, n'est-ce pas ça le effet de la gestion? Je m'interroge. Parce que nous devons retenir que lorsque vous gérez un bien commun, vous le gérez avec beaucoup plus de prudence. Et surtout, beaucoup plus de rigueur. Ce qui vous appartient, vous allez y mettre vos principes à vous et vous les faites avancer selon votre conception. Le bien commun doit être respecté. Cet acte est déplorable. Ça ne reflète pas les honorables. Voilà. Et une petite lecture par rapport à la durée de Mbuta Mantezolo à la tête de la première institution en province. Vous étant analyste, quelle est la lecture que vous pouvez faire de la manière où Mbuta Mantezolo a géré l'Assemblée provinciale dira une année, quelques mois. Et je ne sais pas si ma conseillère aura aussi une question. Et puis, quelle est aussi la lecture que vous pouvez faire par rapport au nouveau bureau installé hier? Bon, il n'a pas géré l'exécutif, il a géré
l'Assemblée. Ah voilà, c'est le législatif. Il Voilà. a géré le législatif. Mhm. Les députés, je le redis encore, savent pourquoi ils lui ont retiré la confiance. Il a résisté. Il a fini par démissionner parce que il a dit c'est l'intérêt général qui doit primer. Moi, je pense qu'il faut préserver les acquis. Il a bien fait de démissionner. Maintenant, ce qui appartient à l'honorable Mantezolo, c'est ce qu'il a déjà fait, profil bas. C'est ça la valeur d'un homme. Et en tant que Mukongo, les problèmes se résolvent autour de l'arbre à palabre dans le Kinzonzi. Il lui appartient maintenant d'aller vers ses frères en tant qu'honorable député qui lui ont reproché une certaine mégestion, d'aller vers ses frères s'ils veulent vraiment maintenir la cohésion, de voir ce qui ne va pas ensemble dans la maison et de trouver des solutions. Et je pense que dans tout cela, l'unité doit primer. C'est l'unité qui devra primer. Il y a beaucoup de défis à relever dans la province. Il y en a beaucoup. L'Assemblée devrait se concentrer sur, par exemple, les conflits de terre, qui est une bombe à retardement. Voilà ce sur quoi l'Assemblée devrait se concentrer. Je pense qu'avec le nouveau président de l'Assemblée nationale, président de l'Assemblée provinciale, l'honorable Swami Mpaka, qui porte d'ailleurs le nom d'un de mes ancêtres, Mpaka, que je félicite pour avoir remporté l'élection. Simplement parce qu'il porte le nom de vos ancêtres? Non, pas du tout. C'est une information que je transmettais. Merci. Nous pensons qu'avec ce nouveau vent dans l'Assemblée provinciale, il y aura des avancées, il y aura peut-être sur la question des terres, il y aura quelque chose qui va bouger, il y aura une autre impulsion, mais dans tous les cas, c'est la quiétude, c'est la paix qui doit régner dans la province et ce que nous devons à tout prix éviter, c'est ce qu'on appelle les règlements de compte. Un homme d'État, c'est celui qui sait supporter, se surpasser et prendre les choses les événements sportivement. Le prendre sportivement, c'est si bien dit. Mais lorsque dans une province comme le Congo central, où nous voyons une situation devenir une routine, une répétition, nous l'avons vu avec l'honorable Pierre-Anatole Matossila, qui est parti presque de la même manière. Il est remplacé par l'honorable Jean-Claude Vouemba, qui part également presque de la même façon. Nous revenons cette fois-ci avec l'honorable Papi Mantezolo, qui part de cette même manière. Est-ce que le problème, ce n'est pas dans le niveau du règlement intérieur? Est-ce que le fait d'avoir le droit de faire partir quelqu'un sur base de la majorité, devait être un élément où chaque député, lorsque vous ne vous entendrez pas sur une question X, et on vous cherchera un autre astuce ou un autre élément pour vous faire partir, l'intérêt de la province? Est-ce que ils en tiennent compte, l'intérêt de la province? Parce que vous prônez également les valeurs Congo. Je disais tantôt que lorsqu'on est honorable, on doit se comporter de manière honorable. Lorsqu'on est excellence, on doit être excellent. Lorsqu'on est vénérable, parce que les sénateurs devaient être des vénérables, lorsque l'on est vénérable, on doit être digne de l'être. Le problème n'est pas seulement au niveau du règlement d'ordre intérieur. Il faudrait peut-être remonter un peu plus loin. Tel que lorsque je dis qu'il faudrait remonter un peu plus loin, c'est revoir même le système électoral. Vous savez, lorsqu'on vous confie une responsabilité de gestion au sein d'une république, d'un État, et lorsqu'on confie, je voulais dire, on ne le confie pas à n'importe qui.
Il y a toute une étude qui est faite. Il y a des signalements à tous les échelons par les services compétents. Et il faudrait peut-être qu'au niveau des candidatures, il y ait ce même principe-là aussi. Que l'on sache, que l'on sache à qui nous allons faire confiance. Il ne suffit pas de dire qu'un tel est mon voisin, mon beau-frère, pour que j'aille le voter. Non. Là, Il la faudrait responsabilité plutôt- revient à la population ou comme Non, vous c'est parlez pas du- la responsabilité partagée. Ok. Je suis en train de dire que lorsque il y a déjà au niveau des dépôts des candidatures, il faudrait déjà sous-entendre que celui qui deviendra député peut devenir président de l'Assemblée, peut diriger donc cette Assemblée. Et donc, il faudrait que tout celui qui devienne député puisse répondre aux critères. Lorsque l'on veut devenir haut fonctionnaire de l'État, il y a des signalements à tous les échelons qui sont faits pour avoir le profil de la personne. Et je pense que pour ceux qui doivent nous représenter valablement, puisque ces signalements ne sont pas faits par des petits-enfants, c'est fait par des personnes très compétentes, formées pour cela. Pourquoi, au niveau des dépôts des candidatures, le même système ne s'appliquerait pas? Voilà, c'est une proposition. Je pense que c'est une voie qui peut nous emmener sur une bonne direction. Voilà. Mesdames, Messieurs, vous comprenez avec qui nous sommes. Il est analyste politique. Il donne son point de vue. Ses points de vue n'engagent que lui. Et jusque-là, je pense que tout le monde serait en train de comprendre exactement ce qu'il est en train de dire pour l'intérêt général. Restons encore un tout petit peu à l'Assemblée provinciale. Lorsque nous entendons Monsieur Papi Matezolo, honorable Papi Matezolo, se tenir du haut du perchoir de cet hémicycle, il dit ce n'est pas ma tête qu'on cherche, c'est vos intérêts, c'est votre intérêt qu'on serait en train de chercher. Et après, il viendra voter, il dévoilera même le nom de son candidat, une chose que tout le monde connaît. Avant cela, il tiendrait encore un discours du genre, lorsqu'il y avait encore soubresaut entre députés. Ce qu'il cherche, c'est que l'honorable Papi Matezolo tombe. Et si l'honorable Papi Matezolo tombait, c'est le gouverneur qui serait visé. Lorsque mon confrère vous a posé la question de savoir s'il y avait mariage, si je reformulais la question autrement, est-ce que Papi Matezolo ne constituerait pas le rempart ou le dernier rempart de l'exécutif provincial dirigé par Grace Bilolo, maintenant qu'il n'est plus au pouvoir? Combien de temps resterait-il à Monsieur Bilolo pour diriger cette province? Si tel est le cas, alors le problème est profond. Je ne poserai pas la question de savoir à combien de mètres la profondeur. Voilà. Mais c'est à vous Parce de que nous le dire. l'Assemblée provinciale doit être indépendante et se dissocier de l'exécutif. Il lui a été reproché dans sa gestion certains griefs par les honorables députés qui ont retiré leur confiance. Si on reproche au gouverneur des choses que nous ignorons, que moi personnellement j'ignore, ça n'avait rien à voir ou ça n'a rien à voir avec l'honorable Matezolo. Il ne faudrait pas faire de l'honorable Matezolo une sorte de gourou. Ce n'est pas parce qu'il est Ngunza que vous donnerez l'impression que c'est lui la Nous nous basons ceinture de que nous nous basons que protection. sur ce qu'il aurait dit. Ben, vous savez,
Il a vécu quand même un moment de turbulence. Il y a eu un bras de fer auquel il ne s'y attendait pas. Et il a peut-être sorti des propos qui n'engagent que lui-même, mais je ne vais pas m'en tenir à ces propos-là, tout simplement parce que l'émotion peut parfois primer lorsque nous sommes secoués. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que il y a eu élection, un nouveau président de l'Assemblée provinciale, euh, l'honorable Mantezolo, a pris part à cette élection et il nous a dévoilé qu'il a voté pour l'honorable Swami Paka. C'est déjà un pas pour la réconciliation. Ça veut dire que l'affaire est réglée dans le Kinzondi. L'affaire est Voilà. réglée. Dans les Kinzodi, avant de passer à notre étape, on prend encore une question avec Relevé Dioké. Oui, Monsieur Kanyeki, est-ce que ma question est celle-ci de savoir, euh, est-ce qu'on peut espérer à la cohésion provinciale entre le président actuel qui est Swami Paka Victor et l'exécutif provincial Grace Bilolo? Bon, qu'est-ce une cohésion provinciale? Cohésion provinciale ne veut pas dire que pour la confirmer, il faudrait que le président de l'Assemblée provinciale ainsi que le chef de l'exécutif provincial puissent se rencontrer au vu et à su de tous. Ce n'est pas ça la cohésion provinciale. La cohésion provinciale, c'est tout autre chose. C'est une valeur que nous devons incarner, une valeur de développement. Nous devons incarner cette valeur-là pour le développement. Nous devons avoir une vision pour la province. Chaque institution indépendante, mais œuvrant pour un même objectif. C'est ça la cohésion provinciale. Pour l'intérêt général, pour l'intérêt de la province. Et donc, j'ai pour la première fois écouté la voix de l'honorable Nswami lors de son élection. Et il me semble que c'est un homme ordonné, correct. Nul n'est parfait, mais voyons voir comment, mais j'ai foi, je suis optimiste. Je suis optimiste. Et le pire a été évité. Voilà. Le Congo central est également réputé être une province non seulement historique, euh, non seulement politique également, mais aussi spirituelle.